Raoul Edebo est avec nous, pas d'inquiétude. Raoul Edebo, merci d'être avec nous. Alors je le disais tout à l'heure, votre parti politique détonne dans le paysage politique. Vous prenez le marxisme, la lutte des classes encore. Expliquez-nous comment vous avez réussi à vous imposer dans le paysage politique belge avec des idées qui datent d'il y a fort longtemps, on va dire. En fait, pour la bonne et simple raison que Marx avait raison il y a 150 ans, c'est que les riches deviennent de plus en plus riches, les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et que le pouvoir échappe de plus en plus aux travailleurs. C'est eux qui produisent la richesse en Europe, qui produisent la richesse en Belgique. Et donc, en fait, avec cette grille d'analyse-là, qui aujourd'hui est peut-être même plus vraie encore qu'il y a 150 ans, parce que ce sont les multinationales qui dirigent en fait l'Europe dans laquelle nous trouvons, eh bien, je crois qu'effectivement, cette grille d'analyse, elle colle à ce que les gens veulent. Alors, on le fait évidemment d'une manière moderne, d'une manière colorée, d'une manière très concrète avec les gens dans les quartiers, dans les entreprises, mais je crois que c'est ça qui explique aussi le succès du PTB. Alors, puisque vous parlez de votre communication, vous êtes très très fort sur les réseaux sociaux. On va regarder tout de suite un clip qui s'appelle « Il n'y a pas le choix » et on reprend sur la taxation des plus riches. Il n'y a pas le choix. C'est une phrase qu'il nous répète à longueur de temps. Tout augmente, les courses, le loyer, les factures, tout, mais pas nos salaires, ça non. Ok. Bonjour monsieur. Comme d'habitude. Même avec 2 revenus, les fins de mois sont difficiles. Mais selon eux, il n'y a pas le choix. Ils nous promettent un tas de choses pendant les élections. Il n'y a pas d'ambiguïté. Nous ramènerons l'âge légal de la pension à 65 ans. Puis c'est le grand écart entre les paroles et les actes. Ah, toi aussi, t'as du mal à gober ça? Mais je vais te faire un scoop, tu sais. Moi, je traverse la rue, je trouve du travail. Bon, là, forcément, je peux pas le faire parce que je suis en taxi. Ceux qui, soi-disant, nous représentent, s'en mettent plein les poches, baignés dans leur monde de privilèges. Je veux quand même le redire, un député, ça gagne plus de 6 000 € par mois et un ministre, 10 000 € par mois. Et puis ils nous répètent en boucle que c'est le système. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix. Alors, 2 choses sur ce clip, mais on va parler de la taxation des grosses fortunes. C'est un thème que le PTB a réussi à imposer en Belgique ? Oui, ça c'est clairement un des enjeux majeurs de la campagne électorale à venir aujourd'hui en Belgique, mais je trouve aussi en Europe. C'est la question de savoir est-ce qu'on va enfin taxer les super riches en Belgique. Parce qu'en Belgique, c'est toujours simple. On vient chercher chez les travailleurs en augmentant les accises, en augmentant la fiscalité indirecte, la TVA, la fiscalité du 19e siècle, comme disait Thomas Piketty. Et nous, on dit on n'est pas d'accord. Allons chercher l'argent chez les super riches. Vous savez, en Belgique, en 2000, il y avait 1 milliardaire en euros. Aujourd'hui, il y en a 41 des milliardaires en euros. Donc les riches deviennent de plus en plus riches. Et donc il nous semble logique de pouvoir taxer les grosses fortunes. On le voit d'ailleurs avec l'impôt sur la fortune en France qui a été supprimé par M. Macron. Pourquoi il l'a supprimé? Parce que c'est l'ami des riches. D'ailleurs, moi, quand le président me dit qu'il est ni gauche ni droite, ça veut souvent dire qu'il est ni gauche. Ça me paraît clair, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, ce combat-là pour une imposition des grosses fortunes, c'est un combat qu'on veut vraiment mener jusqu'au bout. Alors, justement, sur ce combat-là, vous faites un peu distancer par le Parti socialiste belge qui propose une taxation dès 1 million d'euros. Vous l'avez reculé à 5 millions d'euros. Pourquoi ? Mais c'est génial quand même, c'est qu'on était tout seul pour un impôt sur la fortune il y a 5-10 ans et aujourd'hui plein de partis reprennent nos idées. Et vous savez, chez nous au PTB, il n'y a pas de copyright, il n'y a que du copyleft. Pour nous, tout le monde peut reprendre nos idées. C'est ça, faire agrandir l'hégémonie culturelle à gauche, comme Antonio Gramsci disait. Plus on parle des idées de gauche, plus on peut gagner. Et de l'autre côté, moi je me réjouis que le PS a repris notre proposition. Pour nous, on a mis 5 millions d'euros, c'est très clair, parce qu'on a toujours voulu viser les 1% les plus riches. Or, ce 1% devient de plus en plus riche. C'est bien ça la question. Et donc, on a mis pour 5 millions d'euros. Mais moi, je suis prêt, pour entrer dans un gouvernement, à négocier les modalités d'une taxe des millionnaires. Pour nous, on est ouvert à tout ce débat-là. Il faut que les forces de gauche puissent travailler ensemble. Mais là, le problème, c'est que beaucoup de partis traditionnels de gauche, comme le PS en Belgique, mais c'est la même chose en France et d'autres pays du monde, c'est un programme très à gauche aux élections, et puis une politique très à droite juste après les élections. Ça, c'est le programme à la poubelle. Ça, on a l'habitude. Avec François Hollande en France, on est bien au courant aussi. Nous, avec Paul Magnette, on a la même chose, quoi. Et nous, ce que nous voulons, c'est qu'on impose vraiment une taxation des grosses fortunes. Et c'est pour ça que le clip que vous montrez là maintenant, il est intéressant, parce que on n'a pas le choix. C'est ce que nous disent toujours les puissants.
L'élite politique, l'élite économique, depuis Margaret Thatcher, on nous raconte toujours « there is no alternative ». Tina, Tina, Tina. Eh ben nous, on dit si oui, il y a le choix. Il y a le choix. On peut faire payer les super riches pour épargner les travailleurs. Raoul Edbo, j'étais étonnée aussi de voir dans ce clip, vous vous en prenez aussi aux élus. Ils gagnent trop d'argent, dites-vous. Est-ce qu'il n'y a pas un peu un discours poujadiste chez vous? Mais poujadiste, mais attendez, mais vous savez combien a gagné un ministre en Belgique? 11 000 € net. C'est quelque chose, c'est un montant que vous... vivent avec 11 000 € net. C'est un montant que vous refuserez, vous, si vous étiez ministre? Bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, les élus du PTB ont cette particularité en Belgique et même en Europe de continuer à vivre avec un salaire de travailleur. Moi, je vis avec mon salaire de travailleur. Je ne comprends pas que parce que je suis élu, je devrais être privilégié et de vivre avec des 10 000 € par mois. Ça ne va pas. Et je vais vous dire pourquoi ça ne va pas. Parce qu'évidemment, nos ministres, quand ils gagnent 11 000 € par mois, ben, eux, bloquer les salaires de travailleurs, c'est pas un problème. Ils sont tranquilles. Ils ont de l'argent dans la poche. Hein, je veux dire, quand l'ensemble de ces ministres décident aujourd'hui d'augmenter les axes pour les travailleurs et les taxes pour les travailleurs, ben, ils s'en foutent. Ils ont 11 000 € dans la poche. Donc, moi, je propose de diviser ça par deux. C'est vraiment une question démocratique essentielle. Et bon, j'entends bien que les autres partis politiques sont en train de stresser et de paniquer avec la montée du PTB, mais je vois que beaucoup de gens sont d'accord avec nous. C'est une fierté aussi pour le PTB d'envoyer des travailleurs, des ouvriers dans les parlements, parce que moi j'en ai un petit peu marre aujourd'hui que des couches de la population comme les ouvriers ne soient pas présents dans les parlements. Ils ont leur mot à dire aussi, parce que je veux autant vous dire que si un tiers des ouvriers étaient, un tiers des parlementaires étaient des ouvriers, eh bien on ne voterait pas les pensions à 67 ans comme on le fait en Belgique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est aussi une question démocratique essentielle. Alors ça fait 10 ans que votre parti progresse, hein, et pourtant vous n'avez jamais fait partie d'un gouvernement de coalition. C'est la règle en Belgique, on ne forme que des gouvernements de coalition. On dit que vous refusez de gouverner parce que c'est plus facile d'être au balcon. Qu'est-ce que vous répondez? Ah bah non, de toute façon, ça c'est vraiment des foutaises. Évidemment qu'on veut gouvernement, et j'espère que le 9 juin, il y aura le PTB qui va pouvoir monter dans un gouvernement. Hein. Mais pour ça, il faut que nous trouvions des partenaires de coalition. Alors, ça va être un secret pour personne, ça ne va pas le faire avec les partis de droite, ça c'est clair. Mais avec des partis comme le PS et Écolo, on pourrait faire une majorité, mais pour faire une rupture. C'est-à-dire, par exemple, ramener l'âge de la pension à 65 ans. Il faut savoir qu'en Belgique, on a mis l'âge de la pension à 67 ans. Hein. C'est intenable pour les gens. C'est intenable. Une taxation des fortunes, il faut ce point de rupture. Et troisièmement, c'est important de casser l'austérité européenne, tous les mécanismes d'austérité votés en Europe. Et donc ça, je propose alors aux présidents de partis de gauche, M. Magnette, M. Nollet, chiche, est-ce qu'on peut faire une rupture? Et là, ils me disent, ouais, c'est irréaliste, il faut bien accepter le cadre européen, il faut bien accepter que il faut travailler de plus en plus longtemps. Je ne suis pas d'accord. Ce fatalisme de la gauche traditionnelle, elle me révolte réellement. Elle me révèle parce que nous, on a besoin d'espoir. On a été chercher des congés payés dans les années 30 parce qu'on avait l'espoir avec la gauche d'aller chercher des victoires. On a construit la sécurité sociale après la Deuxième Guerre mondiale parce qu'on avait l'espoir qu'on pouvait faire bouger les lignes. Et moi, j'en ai marre de ce fatalisme de la gauche traditionnelle. Les François Hollande, les Paul Magnette, en train de nous dire on ne sait jamais faire autrement, il n'y a pas le choix. Oui, il y a le choix. C'est une question de rapport de force. Et c'est ça que la montée du PTB devrait plus faire poser des questions à ces partis de la gauche traditionnelle plutôt qu'espérer que le PTB fasse comme tous les partis politiques de foutre son programme à la poubelle. Nous ne le ferons pas. Nous sommes un parti qui a des principes et des comptes à rendre à notre base et à nos électeurs. Raoul Edbo, on dit que vous êtes le Mélenchon belge, mais est-ce que ce n'est pas un peu l'inverse? Est-ce que ce n'est pas Mélenchon qui est en réalité le Edbo de la France? Votre parti existe bien avant la France insoumise. Qu'est-ce que vous répondez? Ouais, mais moi je m'entends bien avec Jean-Luc. Voilà, on a beaucoup de respect avec nos camarades de la LFI et le PTB. Je pense que chacun a un peu son style. Mais je dirais, comme on dirait chez nous, on a tous les deux la tchatch, comme on dit chez nous. Donc la tchatch, c'est quoi là, on aime bien, on a la langue bien pendue, on aime bien parler. Je crois que c'est important d'avoir la forme. La forme est importante. Moi, je trouve que quand il fait des meetings aussi, Jean-Luc Mélenchon, que ce soit moi aussi, on essaye d'y mettre de la couleur parce qu'on veut que les couches populaires mènent le combat avec nous. Après, voilà, la LFI, c'est la LFI, le PTB, c'est le PTB. On n'est pas les mêmes partis non plus, etc. Mais moi, je me réjouis de voir dans toute l'Europe une gauche de gauche qui est dynamique, quoi, et qui se laisse pas faire. Moi, ça m'encourage. Alors, on dit que Jean-Luc Mélenchon est aussi un hyper-président qui ne laisse pas d'autres figures émerger au sein de sa formation politique. Est-ce que vous aussi, vous êtes un hyper-président avec une structure pyramidale comme ça a été le cas chez les marxistes?
Alors chez nous, en tout cas, c'est très collectif, quoi. Hein. Donc j'ai plein de porte-paroles, que ce soit maintenant Sophie Mers, qui est notre tête de file dans la campagne électorale du côté francophone, Germain Moumegango, qui est aussi également de nos têtes de liste dans la campagne politique. Mais aussi, il faut savoir que nous sommes encore un parti belge. Ça, c'est important. C'est-à-dire que les Flamands, les Bruxellois et les Wallons sont dans un même parti, hein, alors que tous les autres partis en Belgique sont divisés. Et donc, on mène aussi la campagne en Flandre avec Peter Mertens, par exemple, avec Jos Daas, qui est notre chef de file dans le Parlement flamand. Donc, il y a plein de personnalités diversifiées qui sont en train de monter. Marc Bottenga, que vous connaissez aussi à TV5 France, qui sera peut-être accompagné de Sophie Lecron, qui est notre deuxième candidate pour l'Europe. Donc, de ce côté, on a une vraie diversité de porte-parole qui naissent. Et je crois que c'est important pour les partis de gauche d'être un vrai collectif. Franchement, moi, je suis le produit de la lutte. On doit être un collectif. Tout ne doit pas dépendre, je dirais, effectivement, de la porte-parole. Et j'y travaille tous les jours à diversifier cette porte-parolité. Et ça me réjouit. Ça me réjouit. Alors, vous avez aussi des avis très tranchés sur les questions internationales, en tout cas à rebours de la majorité de vos collègues et notamment de vos collègues européens. Sur la guerre en Ukraine, par exemple, vous êtes contre l'intégration de Kiev à l'Union européenne. Pourquoi? Quels sont vos arguments? Parce qu'en fait, l'Union européenne est une Union européenne ultralibérale, dont le but est de mettre en concurrence tous les travailleurs les uns contre les autres, les travailleurs espagnols, grecs, portugais, polonais, belges, français, la concurrence à outrance, et faire rentrer l'Ukraine dans l'Union européenne va encore agrandir cette concurrence. Vous savez, l'Union européenne, le traité de Rome, la libre circulation des capitaux, des services, des marchandises, des travailleurs, c'était pas pour le bonheur d'aller de temps à autre faire un peu de tourisme dans un autre pays, hein. C'était pour construire une Union européenne au service du grand capital, des grands groupes multinationaux européens. Et donc cette intégration ne va garantir le bonheur ni du peuple ukrainien, ni du peuple européen. Donc ça, c'est notre première mesure, première grille d'analyse importante. Et deuxièmement, sur la guerre en Ukraine elle-même, c'est l'idée de dire que d'aller vers une guerre des blocs les uns contre les autres va nous mener à la Troisième Guerre mondiale. On nous disait d'abord envoyer de l'argent à l'Ukraine, et puis des armements à l'Ukraine, et puis des F-16 à l'Ukraine. Et maintenant, on parle d'envoyer des troupes au sol à l'Ukraine. Mais on va en droite ligne vers une Troisième Guerre mondiale. Et je crois qu'il faut mettre en garde contre ça. Il faut que le mouvement pacifiste grandisse pour pouvoir effectivement laisser place à la diplomatie, laisser place effectivement à une vision multilatérale du monde. Sinon, on va vers une guerre mondiale et moi, je suis inquiet de ça. Mais vous pensez que Vladimir Poutine est un homme de négociation? Vous pensez que c'est possible? Ah ben non, mais ça va pas être simple. Mais vous croyez qu'aller vers la Troisième Guerre mondiale, c'est plus simple? Je veux dire, l'escalade militaire, comme on est en train de la connaître aujourd'hui, vous croyez que c'est une voie plus simple? Elle va nous mener tout simplement vers la guerre mondiale. Donc moi, j'entends aujourd'hui que c'est la Turquie qui prend aujourd'hui le relais d'une certaine dynamique diplomatique. Mais moi, je crois pourquoi l'Union européenne ne le fait pas. C'est ça la question quand même il faut poser. On doit tendre la main comme Union européenne vers le Brésil, vers l'Inde, vers la Chine, vers l'Afrique du Sud, tous ces pays du Sud qui regardent cette guerre aujourd'hui d'un autre œil parce qu'ils disent mais c'est quoi ce deux poids, deux mesures des Américains? On doit arrêter de croire que le bonheur de l'Union européenne peut être garanti par un leadership américain. Les Américains sont intervenus en Irak. 1 million de morts. Qui parle encore de ce million de morts? Les Américains, aujourd'hui, sont intervenus en Libye, en Afghanistan, en Syrie, dans tous ces pays. C'est quoi le bonheur qu'on a apporté? Pas du tout. C'était juste pour des enjeux impérialistes et géostratégiques. Et moi, je crois que l'Union européenne devrait tendre la main vers ce monde multipolaire. C'est fini le monde dominé par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il y a tout un Sud global qui est en train de se lever. Les peuples africains, aujourd'hui, n'acceptent plus la mainmise de l'impérialisme européen sur leur sol. Et ils ont raison de leur combat. Les Thomas Sankara qui ont inspiré les peuples africains, les Patrice Lumumba, tout ce panafricanisme aujourd'hui, il renaît. Mais pourquoi? Parce que tous ces peuples du Sud disent mais vous êtes hypocrites, vous les Européens, les Américains. Vous faites plein de sanctions contre la Russie, mais contre Israël qui est en train de faire un génocide en Palestine, pas de sanctions. Pourquoi ce deux poids, deux mesures? Eh bien, cette question que le PTB pose, elle est posée mais par des millions de personnes dans le monde. Et l'Union européenne doit tendre la main vers tous ces peuples-là et pas continuer cette hégémonie impérialiste comme elle peut le faire sous égide des États-Unis d'Amérique. Raoul Edebo, lorsque la CPI a délivré un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, est-ce que c'était une erreur? Si on suit votre raisonnement, est-ce que c'était une erreur? Ah non, mais moi, j'ai pas de problème à ce que la CPI fasse ça. Je dis juste que pour être crédible, elle doit aussi appeler George Bush à la barre.
OK? Sinon, on n'est pas crédible au niveau des peuples du monde. Je veux dire, on peut et on doit condamner Vladimir Poutine qui aujourd'hui rentre en Ukraine, mais vous ne pouvez pas le faire si en même temps vous ne dites pas que le million de morts directs et indirects en Irak doit aussi être mis devant la Cour pénale internationale. Pourquoi sinon 2 poids 2 mesures? Ça va pas, ça. Ça ne va pas. C'est antidémocratique. C'est vraiment. Ça montre bien d'ailleurs qu'aujourd'hui, ces droits de l'homme qui sont invoqués par les partis traditionnels européens, en fait, c'est pas les droits de l'homme qui les intéressent, c'est les enjeux géostratégiques, c'est le business, c'est l'argent. C'est pour ça qu'on fait des guerres. Ça fait des centaines d'années qu'on fait la guerre pour l'argent, pour le fric, pour le pognon, mais pas pour les droits de l'homme. Et je crois que l'attitude aujourd'hui de l'Union européenne par rapport à la Palestine le démontre bien. Merci beaucoup, président du PTB, le Parti du Travailleur de Belgique. Merci Raoul Edebo d'avoir été l'invité du Grand Angle.